Construire. Le pouvoir. Le pouvoir saisi, un référendum sur les institutions sera tenu. Dans la perspective d'une scission des fonctions exécutives en autant de pôles de décision, mettant ainsi fin à la fonction d'incarnation totale et archaïque tenue par le chef de l'État, nous proposerons une modification temporaire de la durée du mandat présidentiel, une fusion des chambres, la suppression du Conseil économique, social et écologique et la transformation du Sénat en une chambre du peuple chargée de valider les impulsions défendues par l'Assemblée des communes. L'abeille, jaune et noire, intégrera l'emblème national, suite à une refonte totale du système de décoration et d'honneur, entraînant une révision des attributions passées, une stricte limitation aux individus les plus méritants et proposant un renouvellement symbolique majeur des dispositifs d'incarnation et de représentation de l'État. Cette réforme s'accompagnera de la création de commissaires de la République, élus qui prendront place des préfets, l'imposition de mandats impératifs et révocatoires, la possibilité permanente de référendums d'initiative citoyenne à choix multiples, convocables selon 4 modalités différentes et sanctionnables exclusivement par un veto présidentiel engageant immédiatement son mandat, ainsi que l'institution d'un tribunal révolutionnaire et d'un comité de clémence visant à purger la République des affreux qui l'auront jadis pillée, ainsi que des responsables des violences les plus infâmes qui auront atteint à la population par le passé. Un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne sera proposé, après que des mesures conservatoires auront été prises afin de préparer l'hypothèse d'une transition vers une monnaie souveraine, et qu'un temps de débat apartisan, dans lequel les représentants en fonction n'adopteront aucune position, ait été imposé. Sera en parallèle adoptée, par référendum séparé, une loi créant des établissements bancaires publics, spécialisés dans l'investissement productif, par secteur, sous la tutelle du gouvernement, ainsi que la possibilité d'un contrôle des changes et des capitaux afin de préserver notre souveraineté dans le cadre de la transformation écologique qui s'ensuivra. Les objectifs d'inflation, revus à la hausse, permettront un rééquilibrage progressif de la structure inégalitaire de la société française et un avortement des bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier, rendant à la cité, et plus que tout à Paris, qui fera l'objet d'une large restructuration urbanistique pilotée par l'exécutif doté des pleins pouvoirs en la matière, sa capacité à engendrer. Ces instruments seront privilégiés à la mobilisation de l'outil impositif qui sera immédiatement rééquilibré de façon à réduire sa charge sur la majorité de la population et accroître ainsi la fluidité des rapports sociaux. Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection et l'institution retrouvera des droits de tirage direct. Les hauts fonctionnaires se verront interdire toute transition vers l'espace politique et restreindre lourdement toute interaction avec l'appareil de production privé. Ces initiatives seront immédiatement précédées d'un référendum portant sur l'indépendance et le financement de la presse et des médias, provoquant la déliaison tant espérée des puissances de l'argent et de la communication, et permettant une multiplication des dispositifs citoyens et autogérés de transmission de l'information. Des règles strictes de contention de l'empire oligarchique sur l'espace médiatique seront édictées, et une large base de financement alternative, appuyée sur une taxe affectée prélevée sur les fournisseurs d'accès à Internet, sera immédiatement créée, permettant à de nouvelles initiatives non contrôlées par l'État d'émerger. Cette rupture avec l'oligarchisation rampante de la société se fera dans tous les domaines de façon à dépolluer notre espace démocratique de toute emprise capitaliste. Martin Bouygues et ses semblables auront à gagner leur contrat d'État comme n'importe quelle autre société et se verront proposer une nationalisation de l'ensemble de leurs entreprises liées à la commande publique. Bouygues, comme Arnaud Lagardère, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky et Patrick Drahi et Xavier Niel, devront rétrocéder leur participation médiatique aux citoyens
par le truchement de fondations d'adhésion libre et autogérées, n'ayant ainsi plus prise sur la pensée de leurs concitoyens et sur les politiciens qui en dépendent pour se faire connaître et apprécier, l'ensemble des avantages qu'ils auront tirés de l'influence que ces médias leur auront octroyée dans la période précédente seront révisés par une commission spéciale chargée de démanteler les empires qui auront ainsi été constitués. Par le truchement de nouvelles règles antitrust et de procédures accélérées, délier des contraintes européennes, une décomposition systémique des oligopoles et monopoles issus de l'État interviendra. Des pans entiers de l'économie française se trouveront ainsi à nouveau confrontés à une concurrence saine, jusqu'ici esquivée grâce aux liens incestueux ayant mis sous tutelle l'espace public. Cette recomposition vaudra pour toute émanation de l'espace dit privé dépendant directement ou indirectement de la commande et de la régulation de l'État, et sera facilitée par la mobilisation de l'ensemble des outils répressifs nécessaires à l'assainissement de l'espace économique français. La remise à plat des oligopoles régulés par ou issus de la puissance d'État interviendra au premier chef en ce qui concerne les réseaux de télécommunications. Un seul réseau centralisé, national et imperméable à toute influence extérieure, qui préservera les Français de toute surveillance de masse et des interventions permanentes des puissances de l'étranger, sera à concevoir dans une grande loi de programmation industrielle qui permettra en question les concessions et l'ouverture à la concurrence sur l'ensemble des biens communs dès l'année qui suivra. Les fréquences télévisées, revues et réattribuées après avoir été réduites en nombre, s'appuieront sur un cahier des charges conséquent et d'application immédiate, replaçant le bien commun, la pensée et la création au centre de la société. Seront évacués les outils d'influence étrangers qui affaiblissent notre souveraineté nationale, à commencer par les antennes des services de renseignement étrangers, dont notamment celle de la CIA, ainsi que des dispositifs d'espionnage disposés au-dessus de l'ambassade états-unienne à Paris. Ces mesures symboliques montreront notre détermination à refuser toute ingérence, qu'elles prennent la forme des bases arrières d'assassinats ciblés mises en place sur notre territoire par la Russie, ou des nominations de diplomates qui, tel le dernier ambassadeur chinois, s'autorisent des jugements sur notre fonctionnement politique. Cette autonomisation stricte et immédiate passera notamment par un renforcement de nos moyens de production de l'information, le recentrement de nos objectifs diplomatiques et militaires et le renforcement de nos moyens de contre-espionnage. La remise en question de l'appartenance à l'Union européenne et à l'euro, dont le référendum annoncé interviendra de façon séparée dans les 24 mois, nous imposera de reconfigurer nos alliances et de repenser notre rapport au continent. Nous délirons dans l'entretemps notre activité économique et financière, des GODP, qui orientent la production technocratique de Bruxelles, et autonomiseront progressivement notre production normative, réinvestissant une politique de puissance indépendante et souveraine, fondée sur la coopération bilatérale et non la construction de monstres bureaucratiques et aliénants. La France a sa fierté, oui, qu'il s'agit de rétablir, et cela commence par ses frontières. Les humains ne nous font pas peur. Leur addiction aux capitaux, oui. À nos frontières poreuses se trouvent des points de fuite dont les noms, Monaco, Luxembourg, Andorre, riment avec corruption. Il y sera mis fin. Et aux côtés des républiques catalanes et lombardes, wallonnes, suisses et allemandes, qui, dans les temps prochains, émergeront ou se renforceront, nous construirons de nouveaux outils pour mettre fin au pillage systématique qui laisse nos populations tributaires de l'affairisme et de la dépravation. Nous accompagnerons toutes les régions frontalières qui auront, du fait de cette perfusion, sombré en les dépendances mentionnées. La politique monétaire, mère de toutes les batailles, que la sortie de l'euro soit ou non actée, sera l'objet du plus âpre de nos combats. Concentration du capital entre les mains privées ayant atteint des proportions inquiétantes,
sans produire d'effet sur le niveau de vie quotidien de la quasi-totalité de la population, empêchant notre jeunesse de s'émanciper et d'avancer, fera l'objet de toute notre attention. Compromettant notre indépendance, mais aussi l'équilibre de notre nation, des poches, ici ou là, se forment opportunément, qui tirent des mamelles du pouvoir financier un revenu croissant, et dénué d'un quelconque fondement, suscitant servitude et affaissement. Il s'agit d'y mettre fin, sans craindre de punir ceux qui auraient fait le choix de la facilité au détriment du bien commun. Les bulles spéculatives se sont multipliées au point où grandes fortunes et structures financières tiennent dans leurs raies des millions de personnes innocentes. qui n'ont cherché leur profit par ricochet qu'à des fins modestes de préservation, là où les puissances capitalistes, au-dessus de leur âme, faisaient régner l'ordre et l'accaparement. Il faudra les assécher par une politique de change et un contrôle des capitaux qui permettront progressivement d'assainir la production de la monnaie, en la réorientant vers le financement direct de l'appareil productif, travaillant ainsi au rétablissement de la souveraineté française, sans mettre en danger immédiatement les outils recueillant nos flux financiers, ni le bien-être de millions de concitoyens emprisonnés, à qui des dispositifs de conversion de leurs actifs seront proposés. Nous serons brillants, car tel est l'esprit de ce pays, scientifique et cartésien, capable de produire de la pensée lorsque nous n'avions pas encore été colonisés. La reconstruction d'un appareil industriel et scientifique passe par le rétablissement de la souveraineté numérique, qui préside aujourd'hui à toute production, et nous le craignons toujours plus à toute vie. Ne nous laissons pas fasciner par ces apparentes réussites issues de la silice qui capitalise des centaines de milliards sur la seule diversion des revenus publicitaires. Nous sommes parfaitement capables de nous en passer, bien qu'elle permette un ciblage fin de l'appareil productif dans sa recherche de consommateurs, équilibrant ainsi les forces du marché et améliorant partiellement son fonctionnement. Reconstruire des filières industrielles intégrées avec une politique d'acquisition dans le numérique est aussi important que d'établir immédiatement des normes permettant une resouverainisation de l'hébergement et du traitement de nos données, politiques qui ne doivent pas esquiver la possibilité d'une mise au pas de certaines plateformes actuelles et leur démantèlement. En amont, une politique éducative refondée sur l'acquisition des fondamentaux et un accroissement massif de la recherche permettront de renforcer des structures scientifiques en perdition et de nous offrir les pensées permettant de reconstruire des équivalents locaux aux mastodontes qui nous ont colonisés, de Uber à Amazon, en passant par les réseaux sociaux. Le marché n'est qu'une composante de la société, et l'on ne voit souvent, en se concentrant sur l'efficace méliorative qui lui sert de seul guide, quelle tangente terrifiante il fait prendre au reste de ses intégrants. La planète se meurt en ce qu'elle a de plus miraculeux. Sa diversité charnelle et florale, animale et humaine est exploitée. Nous étouffons sous le règne de l'uniformité et la disparition du vivant dans sa diversité. Et la France doit, en cette perspective, revendiquer son rapport à la différence, à l'altérité, et préparer sa survie en un monde où la radicalisation de notre biotope impose dès à présent que nous pensions en havre environnemental pour nos populations sans nous transformer en citadelles assiégées. Nous construirons un appareil productif guidé sur l'appropriation, dans notre environnement immédiat, des principes scientifiques et industriels qui permettent aujourd'hui aux grandes puissances atlantiques et asiatiques de toucher la masse. Mais nous le ferons avec nos outils et la conscience la plus intense que cette politique ne pourra s'appliquer en nos contrées sans remise en cause de la poursuite effrénée de l'expansion économique que nous connaissons. Oui, la France redeviendra une exception, éloignée des ambitions des compétitions mondes qui nous écrasent et nous désingularisent, reléguant nos énergies à la création de biens de consommation et nous transformant nous-mêmes en objets à dévorer. Nous recréerons une industrie pharmaceutique publique et ayant pour vocation d'abreuver l'humanité. Nos activités marchandes et la circulation monétaire seront d'autant plus intensifiées avec nos partenaires que ceux-ci seront rapprochés. Nous rechercherons des alliances dans notre espace proche, tant commercial, productif qu'artistique et institutionnel. La France se ressaisira de sa Méditerranée
se nourrissant de sa proximité historiale avec les Saxons, qu'ils soient britanniques ou germains, pour l'abonder et créer des complémentarités tant espérées qui permettront de faire front aux crises civilisationnelles et humaines qui menacent de nous disloquer à jamais. Nous nous ouvrirons au monde par nos partenaires, vers le Grand Ouest par les Anglais et nos partenaires ibères, vers le Sud par nos républiques méditerranéennes et subsahariennes, vers l'Est par les Allemands, les Russes et ceux qui, en un espace slave depuis le début de ces temps, se nourrissant de ces territoires, les perçoivent alternativement comme des marâtres ou des mères patries. Nous le ferons en confiance, de façon à laisser se déployer de nouveaux grands ensembles cohérents, fiers de leurs identités éloignées des bureaucratisations indigentes que les institutions européennes ont enfantées, indépendants dans leur rapport au monde et préservant leur singularité interne, interdépendants dans leur rapport à leur environnement immédiat, sans craindre d'abandonner les principes qui, depuis 1945, figent notre Westphalie. Nous serons aux côtés de tout peuple, cherchant à préserver son intégrité, mais cesserons de nous projeter à des échelles qui ne nous concernent pas, alors que se multiplient ici et là les conflits qui menacent à tout instant de généralisation. La France ne sera pas un vecteur de mort et retirera ses armées des régions où elle n'est pas espérée. 4 lois de programmation souveraines seront adoptées sur les questions de santé, d'énergie, d'enseignement et de numérique, qui nous permettront d'offrir à nos concitoyens des réponses concrètes en termes de sécurité, intimité, accès aux ressources et liberté. Elles feront à nouveau des fonctionnaires médicaux et éducationnels les piliers et la fierté de notre pays, aux côtés des corps d'ingénierie et de recherche qui seront entièrement refondés. On ne revalorisera pas. On consacrera ces êtres qui se sont donnés au commun, leur rendant cette primauté symbolique et sociale qui n'aurait jamais dû leur être retirée. Nous créerons partout des sororités, visant à faire du féminin le genre cardinal qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être dans la direction et la promotion des établissements en question. Un plan d'indépendance sur 20 ans visant à doter la France d'une capacité industrielle, technique et logistique en matière numérique, inspiré du succès de certains pays étrangers dans leur conversion à ces technologies, et notamment des structures industrielles de la Corée, sera élaboré et soumis à l'adoption par les chambres constituées. Le fonctionnement en source ouverte deviendra la norme et la réémergence d'un secteur numérique permettra la création d'écosystèmes industriels intégrés tout en préservant par ailleurs parfaitement l'intimité jusqu'ici violée de nos citoyens, tant à l'échelle nationale qu'internationale, au profit d'une refonte radicale de nos services de police et de renseignement et une reterritorialisation radicale de leur fonctionnement. La reconstruction d'une indépendance économique passera par une brusque reconfiguration de notre appareil productif, afin de ne plus dépendre de ces grands marchés que nous nous contentons aujourd'hui de piller. Je pense à LVMH en Asie, Bolloré en Afrique, Vinci et tant d'autres structures moins visibles, agissant dans le monde entier, aujourd'hui encore apporteurs de devises, demain point de fragilité. Enliaisement dont l'absence de régulation nous expose à tous les risques sanitaires, économiques et sociaux. Il nous faudra prioriser notre autonomie énergétique, avec laquelle nous ne transigerons pas, et réduire notre dépendance aux dispositifs d'accaparement des ressources qui nous feront, en ces terres peuplées, encore piller. Rappelons-le, l'espace anglo-saxon nous servira de vecteur d'ensemencement. Retrouvant un équilibre géopolitique propre à nos traditions, nous traiterons à nouveau sur un pied d'égalité avec la Russie, qui redeviendra un partenaire principiel, rééquilibrant nos rapports avec une Allemagne dont certains dirigeants, soumis à la tentation hégémonique, ne manqueront pas de nous provoquer, et avec laquelle nous continuerons notre politique d'apaisement. Nous respecterons ce grand et imposant partenaire, nous chercherons toujours à ses côtés la construction, multipliant avec ses républiques satellitaires, des Pays-Bas à l'Autriche en passant par la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et les pays baltes, des partenariats visant à assurer leur protection, mais cherchant à proposer des ancrages alternatifs pour nos appareils de production. Tenant à distance les géants chinois et états-uniens, notre commerce sera avec eux intense mais régulé. Des barrières tarifaires et douanières s'érigeront à nouveau et éviteront que des pays tiers ne profitent de notre intégration économique pour s'infiltrer et nous imposer leurs produits, leur savoir-faire, leur uniformité productive délétère socialement, écologiquement, sanitairement et culturellement. Nous aurons une grande politique de rayonnement. La France se définit par son rapport à la langue, toujours mouvant
et qui doit maintenant rompre ses rigidités. L'Académie française sera refondée de façon à en faire un lieu d'accueil de toutes les diversités et créativités, reconfigurant radicalement un outil qui manque à ses fonctions d'ensemencement, tandis qu'un institut sera dissous. Nos grandes écoles verront elles aussi leur rôle réinterrogé et redeviendront les lieux de production d'un commun, en s'intégrant aux universités, ne servant à la production de hauts fonctionnaires qu'en cela que ces derniers auront une fonction définie et interrogeable. Les universités ne perdront pas leur vocation à assurer l'universel. Au contraire, elles le démultiplieront. Oublions les logiques marchandes et concurrentielles qui menacent son intégrité, voyant la tutelle étatique se renforcer tout en accueillant les dispositifs de formation continue jusqu'ici dispersés en des institutions pour beaucoup factices et vérolées, en se déployant massivement dans les espaces frères qui, en dehors de notre territoire, cherchent à s'y accoupler. Leur prestige viendra d'un renforcement massif et direct des moyens octroyés à la recherche et une réinauguration du rapport à la cité. Une refondation exigeante de notre éducation primaire et secondaire, centrée sur les fondements linguistiques et calculants, seule capable de nous faire renouer avec la promesse égalitaire d'une république l'alimentera. Les politiques culturelles seront radicalement remises à plat, de façon à rompre le conformisme et l'endogamie qui s'y est installée. Le secteur de l'édition verra comme celui du cinéma et de la musique ses bases réglementaires progressivement remaniées, de façon à éviter les inévitables crises de surproduction qui les touchent actuellement, à renforcer leur intégration industrielle et la préservation de leur indépendance et de leur diversité, tandis que les établissements publics, comme les politiques culturelles, feront l'objet d'une réabsorption tant budgétaire qu'administrative au sein de l'État. Nous remettrons au centre de nos ambitions le rétablissement du cadre de vie de nos concitoyens, la possibilité de circuler à nouveau au sein de leur territoire sans contrainte et avec un allègement primordial de l'espace bureaucratique français, en créant notamment un service public de la comptabilité. Nous consacrerons le principe visant à rendre sa liberté au peuple au profit d'un accroissement des obligations s'appliquant aux élites de notre pays, permettant ainsi à la société civile d'accéder à une grande respiration âprement désirée. Les ZAC verront leur destin scellé au bulldozer et les commissaires de la République qui prendront la suite des préfets auront pour priorité de rétablir l'harmonie esthétique et sociale d'un territoire qui a vu son unité urbanistique et architecturale s'effondrer. Les architectes de France verront leur rôle entièrement repensé et leur autorité renforcée au sein de ces commissariats, de façon à rétablir une exigence esthétique et culturelle systématique, là où grands promoteurs, favoritisme et petites baronnies avaient fait leur loi. Nous protégerons sans inhiber, une nouvelle impulsion architecturale sera donnée à un pays étouffant sous le poids de la corruption, sans que nulle autre exigence que celle de la créativité et de l'élaborer soit imposée, accompagnant notre politique de protection patrimoniale d'une alimentation des élans vitaux qui parcourent toute société, rompant avec les expansions citadines massives au profit du principe des villes nouvelles, inscrites dans des cadres territoriaux qui feront naître progressivement des espaces autosuffisants et permettront à terme la réémergence d'un ensemble de cités-États que la France agglomérera. L'autonomie énergétique que nous aurons retrouvée par le financement massif de pôles de production décentralisés, l'adaptation accélérée de notre réseau électrique à la localisation de la production, le déploiement de circuits courts et la reconfiguration de nos rapports géopolitiques avec nos voisins méditerranéens, nous permettra de sortir progressivement du nucléaire auquel nous nous étions asservis, autorisant l'autonomisation de notre territoire et la profonde réorganisation de notre société, garantissant ainsi sa durabilité. Symboliquement, nous reconnaîtrons l'importance de nos anciennes colonies, à commencer par leur mère, Haïti, et nous les considérerons en républiques sœurs, passant d'une politique de tolérance et de condescendance, rongée par la culpabilité et les erreurs politiques qui y sont associées, à un système d'alliance qui remplacera avantageusement le système de compétition acculturé né des dispositifs ACP. Nous aurons dans cette transition un exécutif fort, contrôlé par la masse, à tout moment capable de se saisir des politiques publiques et de renverser un pouvoir défaillant. Nous ne lésinerons nullement sur l'emploi de l'autorité de l'État pour soumettre les puissances qui chercheraient à contourner les objectifs que nous nous fixerons
et nous garantirons en retour que ce que d'aucuns considèrent comme la plèbe, retrouvant sa souveraineté, voit garantie son entière liberté. L'individu ne sera plus la jauge au profit du sentiment collectif. L'engagement sera à l'origine du droit, là où jusqu'ici la passivité se trouvait récompensée. Les ministères ne dépendront plus que de leur souverain, le peuple, capable à tout moment de les faire individuellement tomber, et de son incarnation temporaire, les présidences, en un contrôle bicéphale qui responsabilisera la société dans l'attente des réformes mentionnées. Matignon, devenu ministère des Présidences, redeviendra un organe de coordination et les ministres seront tenus individuellement responsables, tandis que les maisons du peuple contrôleront et renverseront les commissaires lorsque ceux-ci, appliquant ou non l'intention du gouvernement, atteindront aux intérêts des populations. La Chambre du peuple aura pour vocation de débattre, les dispositions législatives n'étant pas d'origine exécutive, et détiendra un duopole de l'initiative à ce sujet aux côtés des référendums d'initiative citoyenne. Il sera proposé, en alternative à leur abolition, que le Sénat et le CESE se fondent en une assemblée qui accueillera les représentants de la nation selon des quotas représentatifs de la diversité de la population ou du poids des communes émancipées, tandis que la Chambre du peuple verra ses représentants soumis à des mandats impératifs et révocatoires interdisant toute formation de clan. La magistrature sera profondément renouvelée, recitoyennisée, et plusieurs systèmes seront proposés au choix des citoyens, dont celui reposant sur le principe de l'élection. Le maintien par les procureurs de la mainmise sur la procédure et leur dépendance à l'exécutif feront l'objet d'un vote, ainsi que la possibilité de création d'un poste de procureur de la nation. Les principaux ministères régaliens resteront sous le contrôle des individus élus aux magistratures suprêmes afin de préserver les orientations de long terme que nous devons donner à la nation. Ceux-ci ne seront renversables qu'au tiers de leur mandat ou en cas de mise en jeu de son veto, et les hiérarchies parallèles créées afin d'autoriser une prise de pouvoir réelle et non formelle seront pas à pas intégrées au sein de l'existant. Le pouvoir se divisera en deux corps souverains, la nation et la commune. Tandis que la commune verra son organisation libéralisée, la nation contrôlera l'exercice du pouvoir politique au niveau territorial par le duopole qu'exerceront les maisons du peuple et les commissaires. L'exécutif verra à Paris sa toute-puissance équilibrée par l'élection du défenseur du peuple, du gouverneur de la Banque de France et du procureur de la nation, révocable et dès lors autorisé à revendiquer une légitimité populaire. N'oublions pas que la nation, comme concept, n'a d'efficace vis-à-vis de son extérieur qu'en ce qu'elle est symétriquement considérée, sans croyance mutuelle en leur existence et leur capacité à y faire accroire. La capacité de mobilisation endogène des nations s'effondre et laisse place à des idéologies impériales, universalisantes, absolutistes, elles-mêmes adossées à des discours moraux contradictoires avec son fondement conceptuel et précipitant sa dissolution. Cette précarité du concept exige d'à tout moment se préparer à sa potentielle défonction et de ne jamais, par l'artifice, tenter de le préserver. La commune fera ainsi contrepoids et garantira les libertés des individus que la nation pourrait menacer. Elle verra ses pouvoirs et ses capacités d'action largement accrues et pourra, sous l'autorité des commissaires du gouvernement, négocier avec ses voisines l'organisation de la vie publique, les agglomérations étant possibles à l'infini sous réserve de censure nationale soumise à un contrôle parlementaire, construisant ainsi progressivement des ensembles cohérents, se substituant à l'existant et n'étant soumis à aucune contrainte formelle nationale. Le peuple et l'exécutif national pourront à tout moment trancher en cas de difficulté ou de conflit d'interprétation, permettant ainsi de se défaire de l'homogénéité institutionnelle inutile à laquelle la France s'est soumise, et de configurer différemment l'espace selon les enjeux donnés. La nation protégera toujours la commune qui, en de tels dispositifs, se sentirait lésée, et ce sera toujours en accord et sans possibilité d'arbitraire entre ces deux instances que le territoire englobant la population amenée à être consultée pourra avancer. Le millefeuille institutionnel proprement ridicule qui s'est emparé de la France, que ce soit en son dessus, avec des institutions européennes accablantes, ou en son dessous, avec des échelons intermédiaires fruits d'une décentralisation bureaucratisée et dévitalisée, disparaîtra, pour le reste au profit des seuls dispositifs déconcentrés.
Les regroupements communaux seront organisés de façon à respecter les intérêts des populations locales et, pour éviter la constitution de baronnies délétères, l'exécutif national aura à tout moment primauté afin de déterminer l'intérêt supérieur de la nation, sous contrôle de référendums d'initiatives locaux permettant d'instaurer un dialogue des légitimités. En ce qui concerne le fond des politiques publiques adoptées, est seulement convocable pour motif d'intérêt général ou du fait d'une atteinte aux principes fondamentaux de la nation. Sous forme démocratique renouvelée, l'expérience communale aura pour but d'offrir une certaine respiration au territoire et des rapports politiques à l'échelle locale, permettant à tout citoyen d'intervenir dans les affaires de la cité, de s'y construire sans avoir à aspirer à l'échelle nationale, en respectant un ordre et un rapport au commun qui, encore aujourd'hui, manquent trop régulièrement. La déliaison progressive des échelons communaux et nationaux sera autorisée à mesure que l'autonomisation énergétique permettra une territorialisation de la production économique. Les possibilités d'innovation institutionnelle seront larges. Les mesures visant à s'assurer que des notabilités corrompues ne renaissent de ces expériences étant les seules limites envisagées. Il n'y aura à terme pas de compétences a priori que la commune n'ait pas. La démocratie n'existe qu'au sein de la cité et de la nation. Tout autre échelon la rend fictionnelle. Toutes les mesures nécessaires seront donc prises pour l'y rendre tangible, et l'État, s'assurant de la préservation de zones libres où aucune prédation n'interviendra, veillera à s'ériger en protecteur de ces espaces d'émancipation. Le corps fonctionnarial administratif sera profondément renouvelé, ainsi que les modalités d'accès à son exercice, et tandis que la place centrale des corps médicaux d'enseignement, de recherche et d'ingénierie sera réaffirmée, celle propre à l'organisation de la cité et la gestion des ressources collectives sera strictement limitée. L'accaparement par la bourgeoisie des fonctions de gouvernement et de régulation de notre espace politique est un scandale intolérable auquel il sera mis un terme. À cette fin, les administrations redeviendront les maisons du peuple avec une exigence d'autant plus accrue que le vivier de recrutement sera élargi. Les fonctions les plus essentielles, telles que l'enseignement, retrouvant la valorisation qui leur revient par le truchement d'une remise à plat de leur mode d'organisation et de rémunération, tandis que de nouveaux corps unificateurs par secteur, similaires aux corporations, notamment dans la santé, seront créés. Nous renouerons avec une grande politique d'aménagement du territoire qui nous permettra de faire face aux défis de notre temps, notamment l'achèvement de l'ère de l'automobile et une accélération des échanges qui menacent de nous effondrer. Les profondes transformations du territoire, faisant suite à la fin d'un mouvement de 3 siècles qui a fait de la route le principal vecteur de communication et d'échange, doivent être actées. Le chemin de fer et le bateau redeviendront des concurrents de l'automobile individuelle et de l'aérien, et feront l'objet d'un plan de déploiement massif à très court terme, financé par la puissance publique et la souscription, permettant notamment une conversion des dettes immobilières en titres d'investissement. Il nous faudra composer avec un espace où la circulation sera devenue réellement tridimensionnelle, le déplacement volant réduisant avec toute probabilité ses échelles et se démultipliant au sein des cités. Actant que le passage du papier à la silice a provoqué d'immenses bouleversements en ce qui concerne la production de l'information et la représentation politique, une nouvelle loi d'organisation de la citoyenneté numérique sera proposée, permettant un accès beaucoup plus fin et direct aux outils de l'État et à leur régulation. Des autorités se chargeront de reconstituer les services publics de proximité, empruntant aux techniques algorithmiques du privé leurs capacités amélioratives, afin de distribuer au sein de la citoyenneté sa capacité au mouvement, retirant aux grandes corporations leur monopole sur l'innovation, en interdisant le déploiement et en y substituant des solutions nationales, mais aussi en fixant une exigence de service minimale par la création de maisons d'État au sein de chaque entité communale. La production économique, tout que le déplacement individuel seront favorisés par la centralisation de la gestion de cette question au sein de grands offices en charge d'octroyer à chaque citoyen les moyens nécessaires à cette fin. La corruption sera écrasée par la création de tribunaux chargés de mettre fin à une ère où le pillage s'est généralisé et déclinant localement l'autorité du tribunal du peuple et des comités de clémence. Ces tribunaux seront de droit spécial, rétroactif, à compétences limitées, aux faits passés et avec un pouvoir de sanction strictement limité à des peines courtes. Celles-ci seront sévères mais non définitives. Les condamnés seront ensuite reversés, selon leur choix, au système judiciaire commun ou à un comité de clémence, où, après une période de latence,
ils pourront voir réviser leur situation sans que leur dignité nationale ne puisse être restituée. La peine d'indignité nationale sera ainsi réactualisée et remise au goût du jour, systématisée et avec des effets étendus, tandis que la criminalité en col blanc fera l'objet de toutes les attentions. L'enfermement pour les criminels de droit commun ne sera plus qu'un des objectifs de la juridiction répressive. Le bannissement des espaces collectifs et les peines défonctionnalisantes et dirimantes après une trop longue période d'involution sociétale redevenant centraux. La violence qui habite la société ne sera tolérée et il sera mis fin aux peines d'apparat, notamment à la généralisation des sursis qui ne produisent rien, si ce n'est l'affaiblissement d'un stigmate précieux et l'exécution de peines courtes pour intervenir, y compris au sein d'installations locales, contournant les lourdeurs de l'actuel système pénitentiaire. Une simplification majeure des dispositifs existants sera menée, avec une refonte des codes visant à rendre à nouveau accessible au commun tant la procédure que le droit appliqué, tandis qu'une lourde politique immobilière permettra enfin de rendre aux agents des forces de l'ordre ainsi qu'aux prévenus détenus en leurs locaux leur dignité. Les politiques sociales et fiscales, appuyées par la réorientation des politiques monétaires et de notre appareil productif, feront la part belle à la frugalité. Il n'est nullement question de promettre un grand soir, là où les capitaux se trouvent disséminés et où le niveau de vie moyen, une fois les atroces distorsions produites par le capitalisme financier corrigé, est en puissance suffisant pour permettre à chacun l'accès à la dignité. Il s'agira cependant de transformer effectivement et à très court terme le devenir de millions d'individus aujourd'hui obstrués. La priorité consistant à alléger le fardeau impositif pesant sur une large majorité de la société s'accompagnera de dispositifs visant à la protection et à l'émancipation des plus fragiles, au détriment des ambitions de richesse démesurées qui habitent une part de notre société. Une unification de la politique fiscale, passant par une simplification abrupte de ses actuelles dispositions et de son système inextricable d'exemption et de régime d'imposition, avec la systématisation de la ponction d'office, sera menée sous 5 ans afin de permettre cet abaissement général des niveaux d'imposition sans atteindre aux ressources mobilisables pour le bien commun. Nous serons, à chaque étape, attentifs à ce que ces réformes soient correctement menées, afin de permettre le déploiement naturel du génie, sans que le marché soit en charge de l'évaluer, ni a fortiori de le récompenser. Cela passera par le réordonnancement symbolique et institutionnel de la République, qui attribuera charges et privilèges selon le mérite et s'imposera au privé. Les politiques familiales retrouveront enfin leur rôle protecteur vis-à-vis de tous ceux qui, des familles isolées aux gros-parents oubliés, ont été sacrifiés par la modernité. Plus de 20% aujourd'hui des bénéficiaires du RSA sont des mères célibataires, sacrifiées par la destruction des systèmes familiaux traditionnels et l'absence de responsabilisation collective qui a suivi cet accroissement de la liberté censée nous bénéficier. Les violences majeures qui s'abattent aujourd'hui sur cette catégorie de la société seront inhibées non pas par des dispositifs d'éducation dont on sait l'impuissance, mais par une attention particulière au fait à la lutte contre la précarité et l'isolement qui aujourd'hui gangrènent notre société. Des millions de Français subsistent sous le seuil de pauvreté. Ils seront notre priorité. L'art sera écarté du marché, de la même façon que nos milliardaires seront écartés de nos rues et des terrains d'action qui aujourd'hui les minent et les épuisent, afin d'être redéployés parallèlement à la réorganisation massive de nos forces de l'ordre déjà mentionnées. La coopération, au sens strict, redeviendra l'alpha et l'oméga de notre politique étrangère. Nous investirons massivement, non plus en des programmes transversaux ponctionnant une grande part de nos ressources, programmes que nous abandonnerons, sauf exception ponctuelle, mais dans le développement de relations bilatérales où la formation à nos principes et l'accès à notre culture et à notre science primeront. Le personnel éducatif jouera en ce cadre un rôle fondamental, ainsi que l'art de l'administration. Et l'obligation de séjour de coopération sera réintroduite à cette fin. Le français redeviendra une langue universelle et sera promu à cette fin. L'intensification des moyens investis dans le primaire visant à exiger avant l'entrée en sixième une maîtrise parfaite du calcul et de l'écrit se fera au détriment apparent du rôle
aujourd'hui général du lycée, qui redeviendra un lieu de formation à l'accès sélectif, garant d'une forme d'éducation spécifique, égalisée avec les autres voies d'accès au savoir, à la création et à la pensée. Des formations continues au long terme, permettant l'accès à toute profession, y compris les plus exigeantes, sans réquisite de diplôme préalable, sur le modèle des capacités en droit, seront développées et accessibles à tout stade de la vie. Nous nourrirons la France de ses rêves atrophiés. Qui, mécanicien, souhaitait devenir médecin, le pourra, à quelque âge que ce soit. Cela exigera un grand effort pour des institutions sclérosées et habituées à passer le plat, et dès lors, pour l'État, un important accompagnement à proposer. Ce ne sera pas le seul domaine où il faudra agir, quand la France semble dans son ensemble sombrer en une sorte de conformisme qui ne sera plus toléré. L'esprit de culte respecté se verra fermement renvoyé à son lieu, avec le respect que se doivent de vieux ennemis. Il nous faudra compter sur les forces vives et spirituelles qui habitent notre territoire, mais aussi nous faire les héros de la supériorité intellectuelle et politique d'une idée, la nation, et d'un édifice, la République, qui, par son alliance au territoire et au peuple de France, son ancrage en une historicité qui ne saurait être niée, a produit un régime qui doit être maintenant redéployé. Nous serons intransigeants face aux imposteurs et aux accapareurs. Nous protégerons les âmes tranquilles et les clercs éclaireurs. Nous ne tolérerons aucune intromission de l'étranger, en ce domaine comme en nul autre. Seront ainsi promptement expulsés ceux qui, du fait d'une double affiliation, accepteraient de se vendre à des pouvoirs qui cherchent à nous concurrencer. Paris redeviendra un phare, et des Apennins à Gibraltar, de nouvelles alliances politiques nous permettront d'avancer dans la construction d'espaces institutionnels qui serviront notre projet. Nos frontières seront bien gardées, oui, elles protégeront le miracle que nous préparons de tout pillage ou comportement d'accaparement, et exigeront de ceux qui nous viennent un engagement en nos dispositifs régaliens, afin de prouver leur valeur et leur attachement à notre politicité. Nous accueillerons le monde et sa diversité, pour peu que les nouveaux venus soient prêts à déverser sur le commun la force de leur particularité. Nous serons riches de ces apports, comme la France le fut si souvent, et nous montrerons au monde ce qu'octroie la capacité à s'émanciper de cette délétère mondialisation. Nos portes s'ouvriront, dès les ambassades, à un accès rigoureux à quiconque maîtrise et respecte la culture et la civilisation que nous enfanterons. Et nous nous assurerons que nul Français n'ait à porter individuellement le poids de cette générosité qui, sur le long terme, le nourrira. L'État prendra ses responsabilités et organisera l'accueil et la formation, l'encadrement des populations qui nous proviendront en réindividualisant le traitement de l'asile et en déployant de lourds moyens qui garantiront que rien en ces échanges ne permette à l'anomie de se déployer ou de fragiliser le tissu social, comme c'est le cas aujourd'hui. Cet encadrement s'étendra aux naturalisations qui s'accompagneront d'une exigence de service du pays, faisant écho à la proposition référendaire d'un service obligatoire d'1 an, exécutable avant les 30 ans, au profit de la nation. En cette nouvelle ère, les bourgeoisies et notabilités garderont leur rôle, précieuses de par leur expérience du capital et de son organisation. Elles ne seront pas moins mises au pas de leurs ambitions hégémoniques, ainsi que dans leur tentation d'accaparement et de consécration symbolique. Nous leur assurerons un rayonnement, mais aussi une respiration et un renouvellement, en leur imposant un taux de conversion de leur capital beaucoup plus important qu'actuellement, pour récompenser le talent et l'ambition de ceux qui, loin d'eux, auront parcouru un chemin valant estime et respect, réduisant la part de l'héritage, et en généralisant dans la formation initiale de nos enfants le modèle corporatiste des compagnons, afin de replacer le mérite réel et délié de toute détermination sociale au cœur de la cité. La lutte contre la criminalité et la délinquance sera réorientée. La France périt d'une insécurité par ses élites ignorées, elle-même fruit d'une politisation indécente de ses forces de l'ordre, ainsi exposées et menacées. Alors que les politiques sanitaires de lutte contre l'addiction se subsisteront aux obsessions sécuritaires, un référendum sur la légalisation des maisons closes permettra de réguler ce fléau et de concentrer les brigades de mœurs sur d'autres fléaux, dont la pédocriminalité, jusqu'ici largement ignorée.
Des bataillons de policiers entiers seront chargés de mettre au jour la fraude et la criminalité cachée, celles qui, dans les chiffres et les dispositifs comptables, masqués, gisent et nourrissent la violence du quotidien, tandis que la police, entièrement refondée, se verra dotée de nouveaux dispositifs de formation intégrés au système universitaire et régionalisés, sa gestion se voyant, elle, municipalisée, entraînant une reconstitution des hiérarchies qui permettra une purge au sein d'un service public gangréné par le corporatisme le plus indécent, avec les conséquences délétères que l'on sait sur ses intégrants. Un plan de rénovation thermique massif sera proposé et s'accompagnera par la localisation de la production centralisée et la distribution de l'énergie, de la mise à bas de la précarité qui en la matière encore sévit. C'est ainsi, avec l'abandon de l'automobile, que nous pourrons progressivement reconstituer à différentes échelles une politique énergétique aujourd'hui inexistante. Un plan massif et forcé de conversion agricole qui nous fera sortir du modèle intensif qui a dévasté nos plaines, dans le même temps qu'il assurait notre approvisionnement, sera mené et s'accompagnera d'une loi organique relative à notre biodiversité. La spécialisation territoriale issue de l'après-guerre sera bouleversée. L'aménagement du territoire et la réinauguration des voies fluviales et maritimes en tant que lieu appartenant à la citoyenneté et à l'individu, et non plus seulement aux forces économiques, devront en tenir compte. La précarisation maladive de notre société, avec l'acceptation d'un chômage qui défonctionnalise la partie la plus fragile de notre nation, sera enfin prise pour ce qu'elle est, une inimitié qui nous détruit collectivement. Il n'y aura pas d'objectif, mais une obligation de résultat en la matière, qui, à l'instar du modèle japonais, exigera une contribution massive de l'ensemble des acteurs économiques et politiques du pays. Le plein emploi deviendra, pour la société, une contrainte impossible à contourner, quitte à sacrifier temporairement des marges que l'on aurait souhaité ailleurs investies. Les minima sociaux, concentrés en un nombre réduit et réévalués de dispositifs indiscriminés, se verront attribués de façon automatique et sans sollicitation préalable, afin d'atteindre des taux de couverture décents et de sortir de la grande pauvreté les populations les plus précarisées, qui n'ont pas même les moyens psychiques de les réclamer, tandis que la bureaucratisation rampante et indécente, créant des délais de traitement affligeants pour certaines allocations primordiales, comme l'AAH, feront l'objet d'une brusque accélération. Un nouveau modèle de société pourra naître de ces fondements, visant à reconstituer un rapport à l'altérité et permettant une réorientation d'une partie de l'organisation sociale vers une reconstruction de ces liens. Les EHPAD n'auront à terme plus leur place. La fuite vers le privé de l'éducation à la santé verra sa nécessité réduite jusqu'à ne plus exister. Et les violences infligées aux plus vulnérables et discriminés seront combattues jusqu'à se voir éradiquées. C'est en somme une nouvelle société, nettoyée et protégée, irriguée d'un sang neuf, tenue hors de toute tentation putréfiante, et dirigée par des structures où seul l'engagement pour le commun sera valorisé, qu'il s'agit de concevoir, écarter des dispositifs de corruption et de dissolution de l'intérêt général qui laminent depuis des décennies, mais aussi des violentes tensions sociétales qui la parcourent. Les libertés individuelles renforcées, l'accès à la culture démocratisé, la généralisation d'un système de mutuelles d'État permettront enfin une extension de la protection sociale dont bénéficient nos concitoyens englobant le droit de tous les dispositifs assurantiels jusqu'ici existants. Les tissus de production locaux côtoieront des pôles industriels renouvelés dans tous les domaines, de la pharmacologie aux fabrications de circuits intégrés, permettant de faire face à toute pénurie et assurant le déploiement d'infrastructures publiques d'éducation et de santé enfin renouvelées. Face aux bouleversements majeurs qui attendent notre humanité, la France peut se faire porteuse et l'inspiratrice d'un grand mouvement de reconquête souveraine, autorisant une émancipation sociale généreuse et exigeante de sa population, offrant tranquillité à ses aînés et promesse de mouvement à ses enfants.